Donc bonjour, nous allons faire aujourd'hui notre premier cours d'analyse financière, à commencer par l'analyse du bilan, qui est donc l'un des documents de synthèse qu'on peut analyser pour ensuite donner des conseils, être ce qu'on appelle ici une aide à la décision du responsable d'entreprise pour qu'il puisse prendre d'une façon sereine des décisions financières. Donc, on peut, dans un premier temps, analyser les documents de synthèse, faire un certain nombre de calculs, calculer des agrégats, des ratios, voir une comparaison de ces ratios et de ces agrégats avec les années antérieures, avec les entreprises concurrentes et avec l'ensemble des entreprises du même secteur, pour ensuite prendre des décisions qui sont censées, qui tiennent compte du niveau financier de l'entreprise par rapport à son environnement, par rapport à ses concurrents. Donc c'est ce que nous allons voir en commençant par l'analyse du bilan. Vous avez devant vous un bilan qui est un bilan normal, un bilan comptable, avec dans cet exemple simple les différents postes du bilan, à savoir à gauche l'actif avec l'actif immobilisé et l'actif circulant. Vous savez, bon, je ne vais pas revenir longtemps dessus, que les postes de l'actif du bilan ne sont pas classés dans n'importe quel ordre. Ils sont classés ici par liquidité croissante. Et les postes du passif que vous avez ici, qui eux sont classés par exigibilité croissante, avec en gros deux grandes parties, les capitaux propres et les dettes. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, à partir de ce bilan qui est simple, sachant qu'on peut avoir des bilans avec un très grand nombre de postes, comment est-ce qu'on peut résumer la santé financière de l'entreprise. Alors, pour le faire, on va en fait réduire ce bilan qui est un bilan comptable en un bilan dit condensé, qu'on appelle aussi un bilan fonctionnel, pour calculer les valeurs les plus significatives et à partir de ces valeurs, faire une analyse qui permet donc de voir l'évolution de l'entreprise et la situation financière de l'entreprise. Donc, ce qu'on va faire essentiellement aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe d'un bilan comptable comme celui que vous avez ici à un bilan plus réduit, comme celui que je vais vous montrer ici, qui ne comporte, comme vous le voyez, que 4 postes en actif et 4 postes au passif, parce que c'est à partir de ce bilan, donc condensé au bilan fonctionnel, qu'on va calculer certains agrégats et qu'on peut commencer à voir la situation financière de l'entreprise. Donc, en détail, comment est-ce qu'on passe d'un bilan comme celui-là, qui est un bilan comptable, en un bilan fonctionnel, comme celui-ci, qui permet de faire des analyses financières. On va voir en détail la méthode donc, qui doit être prise pour passer de l'un à l'autre. Bon, déjà, on va détailler d'une façon plus large notre bilan. Donc, je vais l'agrandir. Donc, voilà les postes de notre bilan de départ. On a donc l'actif immobilisé avec, comme vous le savez, au niveau de l'actif, 3 colonnes. Une colonne pour les valeurs brutes, une colonne pour les amortissements et les provisions et une colonne des nets. Et en bas de notre bilan, l'actif circulant avec les différents postes, ce qui nous donne un total général comme celui que vous avez ici et qui doit être le même évidemment pour le passif. Alors justement le passif se divise en gros en deux grandes parties, en deux grands blocs. Vous avez les capitaux propres qui s'élèvent à ce montant ici. Dans les capitaux propres, c'est en fait l'argent qui appartient à l'entreprise, c'est-à-dire l'argent qui n'est
pas dû à des personnes extérieures. C'est pour le différencier des dettes. Vous avez les capitaux propres, vous avez les provisions pour risques et charges, et vous avez évidemment les dettes avec les précisions qu'on va voir, que vous repérez souvent par les renvois que vous avez ici, par exemple le petit 1, on lira petit 1 ici en bas, qui nous explique que le petit 1 correspond au concours bancaire. Vous avez également d'autres indications qui sont ici en bas de ces bilans, qu'on va détailler et qu'on va utiliser donc pour faire notre bilan fonctionnel. Donc je repars ici des postes dont nous devons trouver les montants et on va voir comment est-ce qu'on les obtient un à un. Qu'est-ce qu'on doit mettre au niveau des emplois stables? À quoi correspondent les emplois stables? Qu'est-ce qu'on mettra au niveau de l'actif circulant d'exploitation? C'est quoi l'exploitation déjà? Et qu'est-ce qu'on mettra comme montant dans l'actif circulant hors exploitation? Et à quoi correspond la trésorerie active? On verra également côté passif à quoi correspondent les ressources stables, comment est-ce qu'on les calcule, les dettes dites d'exploitation, les dettes hors exploitation et la trésorerie passive. Alors on va détailler tous ces postes ici. Donc je vais vous dire pour chaque poste qu'est-ce qu'il faut prendre comme montant et ensuite on va le vérifier dans notre exemple que je vous ai montré au début. Premier poste donc qu'on va étudier, c'est les emplois stables. Alors les emplois stables correspondent aux éléments achetés par l'entreprise, qui restent durablement dans l'entreprise, donc qui sont donc dits stables, et on les repère, ces emplois stables, dans le bilan ici, directement dans le total 1, c'est-à-dire le total brut de l'actif immobilisé. Le poste suivant, ici, donc l'actif circulant d'exploitation. Il faut déjà savoir que quand on parle exploitation, hors exploitation, au niveau du bilan, on fait allusion aux postes qui font partie de l'activité normale de l'entreprise, dont l'exploitation normale de l'entreprise, qui sont donc dits d'exploitation, par rapport aux postes qui sont hors exploitation, donc qui ne font pas partie de l'activité normale de l'entreprise. Donc, dans l'actif circulant, on va prendre certains postes qui vont faire partie de l'exploitation et les autres, on les mettra en hors exploitation. Alors, voici les postes qu'il faut prendre dans la partie actif circulant d'exploitation. Donc, vous avez les stocks pour le montant brut, donc dans la colonne montant brut. Les créances clients, toujours pour le montant brut. Et si on prend notre exemple ici, par rapport à l'actif circulant, on a matières premières, haute approvisionnement, donc ce sont des stocks. Donc il faudra prendre ce montant, 2485. Les produits finis, donc c'est un stock de produits finis, 3920. Les avances et à compte versés sur commande, 853. Les créances clients et comptes rattachés, 14 526. Après, vous avez un poste où il faut faire attention parce qu'on va vous indiquer si son montant est d'exploitation ou pas. Donc, ce sont les charges ici constatées d'avance, donc de 28. Et comme je vous ai dit, vous avez souvent en bas de votre bilan dans des informations complémentaires dont il faut tenir compte. Et on nous dit ici que les charges donc constatées d'avance sont des charges d'exploitation. Donc on va plutôt les mettre dans la partie
actifs circulants d'exploitation. Donc, en définitive, on va faire la somme de 2485, c'est-à-dire les matières premières et autres approvisionnements, auxquels on va ajouter les 3920 constitués par le stock de produits finis, plus les 853 que vous avez ici, avancé à compte, versé sur commande, plus 14 526 que vous avez ici, les créances clients et comptes rattachés, et plus les 28, comme je vous ai dit, qui sont d'exploitation. Ça nous donne un total de 21 812 que vous retrouvez ici. Ensuite, vous avez les comptes hors exploitation. Les postes que vous avez pour l'actif circulant hors exploitation, ce sont donc souvent les créances diverses, et vous avez également les valeurs mobilières de placement qui sont considérées comme faisant partie de l'actif hors exploitation. Donc par rapport à notre exemple ici on n'a que les valeurs mobilières de placement. Donc l'actif circulant hors exploitation ici n'est constitué que de la somme de 201, comme je l'ai précisé ici. Et la trésorerie active, en fait, est constituée par les disponibilités. Dans les disponibilités, vous trouvez par exemple la banque, chèques postaux, caisse. Donc les disponibilités, c'est l'argent disponible qu'on possède et qu'on peut dépenser immédiatement. Et c'est ce qu'on appelle ici la trésorerie active. Donc voilà, on se retrouve pour le côté actif avec ces blocs-là, ces postes-là, les emplois stables, je vous ai dit ce qu'on trouvait dedans. L'actif circulant d'exploitation, on l'a détaillé. L'actif circulant hors exploitation et la trésorerie active. Donc on a un total de 46 741 et on devrait retrouver le même total évidemment côté passif. Alors les postes du passif, évidemment on a décidé qu'on n'avait que 4 postes, donc également au passif. Les ressources stables, donc ce sont des ressources qui sont dites à long terme, c'est-à-dire ce sont des sommes qui ne sont pas à rembourser immédiatement ou dans le court terme à des personnes extérieures, des banques, des institutions bancaires, qui sont donc des ressources qui sont durables. Donc il faut savoir également les calculer pour faire un bilan fonctionnel. Alors les éléments qui rentrent dans le calcul des ressources stables, je vous les ai indiqués ici. Il s'agit donc de faire la somme des capitaux propres plus le total de la colonne amortissement et provision de l'actif, on va détailler tout ça, plus les provisions du passif et plus les dettes financières sans tenir compte des concours bancaires. Alors, les capitaux propres, dans notre exemple, ici, c'est le total 1 que vous avez donc au passif, total 1, capitaux propres. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait ajouter le total colonne amortissement et provision de l'actif. Pour le calcul des ressources stables, il faudrait qu'on ajoute la colonne, le total de la colonne amortissement et provision, donc que vous avez ici, et dont le montant s'élève à 6616. Donc on va rajouter, donc comme dans la formule ici que je vous ai indiqué, le total de la colonne amortissement et provision de l'actif, et donc dans le détail de notre calcul, vous avez donc à ajouter 6616, donc le total de cette colonne de l'actif, de la colonne du milieu. Ensuite, il faut rajouter ici les dettes, mais les dettes qui sont à long terme. Donc ici, vous avez au niveau des dettes
deux postes d'emprunt, dans cet exemple en tout cas, emprunt et dette auprès des établissements de crédit et les emprunts et dettes financières diverses. Il se trouve que vous avez ici un petit renvoi qui nous amène ici au poste concours bancaire. Qu'est-ce qu'un concours bancaire déjà? Le concours bancaire, en fait, c'est un emprunt que vous accorde votre banque, mais un emprunt à très court terme que vous devez rembourser donc rapidement, et donc qui ne fait pas partie des emprunts à long terme, qui ne font pas partie des ressources stables. Alors, quand est-ce que vous avez souvent recours à un concours bancaire? Si par exemple, on va supposer que vous êtes un responsable d'entreprise et vous devez payer vos salaires, vous êtes, je ne sais pas, au 28 mars, donc du mois de mars, vous devez payer vos salaires du mois de mars et vous n'avez pas assez de trésorerie. Si vous êtes en bon terme, en accord avec votre banque, vous pouvez leur demander de vous faire un prêt, mais un prêt à très court terme, du style un prêt que vous allez rembourser dans la semaine, et ce prêt fera partie de ce qu'on appelle un concours bancaire. Donc le concours bancaire est évidemment à court terme, il n'est pas à long terme dans la mesure où vous allez le rembourser rapidement. Donc, comme on doit ajouter les emprunts dans le calcul des ressources donc stables, on ne va pas tenir compte du concours bancaire. C'est pour ça que dans la formule, en définitive, ici, qui permet d'arriver aux ressources stables, j'ai ajouté 10 840 que vous avez ici, mais j'ai également enlevé le concours bancaire qui ne fait pas partie des ressources stables. Donc ça me fait ici entre parenthèses 10 840 moins le concours bancaire et plus évidemment l'emprunt et dettes financières diverses. En définitive, pour le calcul des ressources stables, on va faire la somme des capitaux propres, du montant total des amortissements et provisions de l'actif, des provisions du passif, et plus donc les dettes financières en tenant compte s'il y en a des concours bancaires. Donc si je reprends ici mon bilan, ça me fera la somme ici des capitaux propres, 17 857, plus le total des amortissements et provisions de l'actif, 6 616, plus les provisions ici du passif, 891, plus les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, 10 840, sauf que on me précise avec un petit temps qu'il y a dans ce montant des concours bancaires. On va déduire des 10 840 ici ce concours bancaire qui est de 5 443 et évidemment on va également rajouter ici l'emprunt et dette financière diverses. Donc ça nous donne au niveau des calculs ici ce montant qui correspond évidemment aux capitaux propres plus les 891 qui correspondent aux provisions du passif, plus ici les 6 616 qui correspondent au total des dépréciations de l'actif, c'est-à-dire les amortissements et provisions de l'actif. Ici, on prend le total de la colonne du milieu, 6 616, plus évidemment les emprunts et dettes, moins concours bancaire, dans les 10 840, mais moins 5 743 que vous avez détaillé ici.
10 840 moins 5 743, et plus les emprunts et dettes financières qui s'élèvent à 388. Ça nous donne un montant de ressources stables de 30 849. Ensuite, on a le poste de dette d'exploitation. Donc, dans les postes qui vont dans le poste dette d'exploitation, qu'on va détailler ici, on doit ajouter pour les dettes d'exploitation les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales. Et dans la partie dette, mais hors exploitation, donc qui ne fait pas partie de l'activité de l'entreprise, on va additionner les dettes diverses ou autres dettes, les dividendes à payer aux actionnaires, les dettes envers l'État et les dettes sur immobilisation. Donc si on jette un coup d'œil sur notre bilan ici, les dettes fournisseurs, donc on a ici un montant qui correspond à ce poste. Les dettes fiscales et sociales, on a un montant. Les dettes sur immobilisation, vous les avez ici. Et les autres dettes. Dans les commentaires qu'on a ici, on nous dit dans la troisième ligne que les dettes fiscales et sociales comprennent la dette d'impôt sur les sociétés pour un montant de 392 000. Donc il faut savoir que le tableau est fait ici en milliers d'euros. Quand on parle de 392 000, on va prendre dans nos calculs que 392. Donc pour les postes dettes hors exploitation, on a vu que les dettes envers l'État font partie des dettes hors exploitation. Or, on nous dit dans ce renvoi que les dettes fiscales et sociales comprennent 392 qui sont les impôts sur les sociétés. Or, les impôts sur les sociétés, c'est évidemment un impôt qu'on paye à l'État. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ce montant dans la partie dette d'exploitation. Donc, en définitive, pour trouver le montant à mettre ici dans les dettes d'exploitation, on va faire les calculs suivants. On va additionner ici le poste fournisseur, 5171, plus pas 1856, puisqu'il faut qu'on enlève les 392, mais plus donc ici 1856 moins les 392. Donc en définitive, le poste de dette à court terme d'exploitation s'élève à 6635 que vous retrouvez ici. Ensuite, le poste de dette hors exploitation donc, va prendre, comme je vous l'ai indiqué ici, les éléments suivants: les dettes diverses ou autres dettes, les dividendes à payer, dont les dettes envers l'État et les dettes sur immobilisation. Donc, les dettes envers l'État, on vient de les repérer, c'est 392. Ensuite, vous avez ici des dettes sur immobilisation, donc ils sont évidemment hors exploitation, et les autres dettes. Donc on va additionner donc ces sommes ici, 392 ici, plus 1302 plus 1820. Donc 392 plus 1302 et les 1820 qu'on trouve ici. Ça nous donne ici un total de 3514. Et il nous reste uniquement donc après le poste de trésorerie passive. En fait, la trésorerie passive va reprendre le montant des concours bancaires, puisque je vous ai dit que
concours bancaire, c'est une somme à régler très rapidement. Donc cette somme est considérée comme une trésorerie, mais passive, puisqu'on doit sortir cette somme à très très court terme. Voilà. Donc tout calcul fait, vous voyez, on se retrouve en partant de ces bilans donc, qui étaient composés de plusieurs postes, comme vous le voyez ici. On a regroupé tous ces postes en 4 blocs ou 4 postes en actif, 4 postes au passif, donc ce qu'on appelle un bilan condensé ou un bilan fonctionnel, tel qu'on le trouve ici. Donc, les emplois stables, l'actif circulant d'exploitation, l'actif circulant hors exploitation, la trésorerie active, côté passif, les ressources stables, les dettes d'exploitation, les dettes hors exploitation et la trésorerie passive. Alors on me demande souvent pourquoi une colonne pourcentage dans les montants donc, de ces blocs du bilan fonctionnel. C'est parce que si on veut déjà visualiser l'importance de chaque bloc, puisqu'on va voir que ça va nous servir après pour calculer certains agrégats, on peut déjà voir l'importance de chaque bloc, puisque le total de l'actif doit faire 100% des sommes, et le total du passif également 100% donc, du total. Donc on peut visualiser, si on fait un histogramme, si on utilise par exemple Excel, on peut voir tout de suite l'importance de chaque bloc et déjà en tirer quelques conclusions au niveau de la santé financière de l'entreprise. Donc nous, on va aller directement dans le calcul des agrégats qui peuvent déjà nous donner une idée de la santé financière de l'entreprise. Alors les agrégats qui sont calculés sont le suivant. On va les détailler un à un avec une application dans l'exemple qu'on est en train de faire. On va déjà calculer ce qu'on appelle le fonds de roulement net global. Alors le fonds de roulement net global, si vous voulez, c'est ce qui permet de faire fonctionner l'entreprise comment dire, journellement, au jour le jour. C'est-à-dire que vous devez avoir un fonds de roulement suffisant pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Donc on va calculer ce fonds pour l'entreprise en faisant la différence entre ses ressources stables et ses emplois stables. C'est-à-dire que si les ressources stables sont supérieures aux emplois stables, on a de quoi, si vous voulez, gérer ou financer l'actif circulant. Donc, deux formules pour le fonds de roulement global. Soit vous faites la différence entre les ressources stables moins les emplois stables, ou tout simplement l'actif circulant moins le passif circulant. On parle souvent du calcul par le haut, si on fait ressources stables moins emploi stable, ou le calcul par le bas, si on fait la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Alors, dans notre exemple ici, puisqu'on a calculé déjà les éléments qu'on retrouve dans le bilan fonctionnel, première formule, on a dit ressources stables moins emploi stable. Déjà visuellement, on a ici un montant des ressources stables qui est supérieur aux emplois stables. C'est une notion importante que je ne vous ai pas expliqué, ce qu'on appelle l'équilibre financier. C'est-à-dire que si votre entreprise est bien gérée, normalement, les ressources stables doivent financer les emplois stables. Donc le mieux, c'est que le montant des ressources stables soit évidemment au minimum égal au montant des emplois stables. Donc il se trouve ici qu'on ait une situation donc, qui est bonne dans la mesure où vous avez en ressources stables un peu plus de 30 000 et en emploi stable
un peu plus de 24 000. Donc si j'applique ma formule ici, j'aurai donc ressources stables 30 859 moins les emplois stables. J'ai donc un fonds de roulement net global qui est positif. Ou alors l'actif circulant, c'est-à-dire tout le bas ici de votre actif, c'est-à-dire tous ces trois postes là, donc c'est vraiment tout l'actif circulant, y compris la trésorerie active, moins le passif circulant, c'est-à-dire tout ceci, ces trois postes, y compris la trésorerie passive. Ça permet d'avoir évidemment le même résultat ici qui est de 6376. Si on nous demande de faire un commentaire, on dira ici que on a déjà une situation financière qui paraît bonne dans la mesure où les ressources stables couvrent complètement les emplois stables. Donc ça, c'est notre fonds de roulement net global, mais qu'on va comparer avec notre vrai besoin, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement, qui se calcule généralement en deux étapes, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation, la somme des deux donnant donc le besoin en fonds de roulement. Ce qui est expliqué ici dans les formules que je vous ai mises. Besoin en fonds de roulement, ou le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement d'exploitation plus le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Donc déjà, calculons le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Dans la formule, c'est l'actif circulant d'exploitation moins les dettes à court terme d'exploitation. Si on revient ici sur notre bilan fonctionnel, l'actif circulant d'exploitation, c'est ce montant-là. Les dettes d'exploitation, c'est ce montant. Donc, le besoin en fonds de roulement d'exploitation va se calculer en faisant la différence ici entre 21 812 moins 6 635, 21 812 moins 6 635, c'est notre besoin de roulement d'exploitation. On fait la même chose pour la partie hors exploitation, donc évidemment c'est l'actif circulant hors exploitation moins les dettes hors exploitation, donc 201 moins 3514, ça nous donne une valeur donc du besoin en fonds de roulement hors exploitation donc de moins 3313. Il faut noter ici que le fait d'avoir un besoin en fonds de roulement négatif, c'est pas une mauvaise chose dans la mesure où votre besoin en fonds de roulement en fait n'est pas, comment dire, un besoin en fonds de roulement négatif peut traduire un non-besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un fonds de roulement pour la gestion donc journalière de l'entreprise. Un besoin positif, c'est pas forcément très bien pour l'entreprise, mais un besoin en fonds de roulement négatif, c'est pas une mauvaise chose pour la trésorerie de l'entreprise. Et le besoin en fonds de roulement total, évidemment, c'est la somme des deux, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement d'exploitation plus le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Donc dans notre exemple ici, on aura un besoin en fonds de roulement de 11 864, comme vous l'avez ici. Donc on va comparer, évidemment, pour notre analyse de la trésorerie, ce qu'on a, c'est-à-dire le fonds de roulement, par rapport à notre besoin, pour voir si effectivement on a ou pas une bonne trésorerie.
Donc si le fonds est supérieur aux besoins, on a une trésorerie positive, une bonne trésorerie. Sinon, on a une mauvaise trésorerie. Ou du moins une trésorerie qu'il faut améliorer. Donc la trésorerie se calcule en utilisant deux formules différentes. Soit c'est le fonds de roulement moins son besoin en fonds de roulement, soit tout simplement la trésorerie active moins la trésorerie passive. Si on prend la première formule, le fonds de roulement net global, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc on avait trouvé ici 6376. Le besoin en fonds de roulement qu'on vient de calculer, ici, on a 11 864. Donc ici, si on fait la différence entre les deux, entre notre fonds et le besoin, ici, on se retrouve avec une valeur négative. Ça veut dire qu'on n'a pas une très bonne trésorerie dans la mesure où notre fonds n'est pas suffisant par rapport à notre besoin en fonds de roulement. Donc ici, moins 5491 ne traduit pas forcément une trésorerie bonne. Si on fait le calcul différemment, c'est-à-dire trésorerie active moins trésorerie passive, on trouve la même chose. Alors, puisque on peut voir quelle est la signification dans l'année, mais surtout par rapport à la moyenne des entreprises du même secteur ou aux entreprises concurrentes, il est évident que les montants qu'on trouve ici n'ont de signification intéressante que si on les compare aux montants qu'on avait les années passées ou l'année passée. Si on le compare au montant des autres entreprises concurrentes ou à la moyenne des entreprises du secteur, pour savoir où on se situe, est-ce qu'on est dans la bonne moyenne, est-ce qu'on est en dessous, est-ce qu'on est au-dessus. Donc tout calcul d'agrégat ou de ratio, comme on le verra tout à l'heure, n'est intéressant que si on les compare avec soit les chiffres de l'année passée ou des années passées, soit avec les chiffres des concurrents, soit avec la moyenne des chiffres des entreprises du même secteur. Si la trésorerie est mauvaise, comme c'est le cas ici, on peut calculer certains ratios pour essayer déjà de savoir pourquoi est-ce que la trésorerie est mauvaise, et évidemment, essentiellement, dans le but de proposer des solutions. Donc, on a dans ce cas l'utilisation de ce qu'on appelle les ratios de rotation. Vous avez essentiellement deux ratios de rotation qu'il faut connaître. Le premier, ici, c'est la durée moyenne de créance client. En gros, il vous donne le nombre de jours moyens que vous laissez à vos clients pour qu'ils vous payent. Évidemment, ce ratio dont vous avez la formule ici ne peut être intéressant que si vous le comparez avec le nombre de jours que les fournisseurs vous laissent pour être payés. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise trésorerie et si vous laissez un temps assez long à vos clients pour qu'ils vous payent, évidemment, votre trésorerie continuera à être mauvaise. Donc, il faut voir si déjà vous avez trop de jours par rapport au nombre de jours que vous laissez à vos clients. Ou alors, est-ce que vous pouvez vous arranger pour que vos fournisseurs vous fassent payer le plus tard possible. Dans cet exemple, on a à peu près 43 jours laissés aux clients pour qu'ils nous payent, quand les fournisseurs nous laissent 24 jours en moyenne pour être payés. Et là, on a une trésorerie négative. Donc, on peut déjà voir à ce niveau ce qu'on peut faire pour améliorer la trésorerie en réduisant le nombre de jours laissés aux clients
Il y a des techniques d'escompte et puis d'autres, d'incitation à payer au comptant, et en essayant de rallonger le nombre de jours demandés par le fournisseur. Vous avez d'autres ratios qui, encore une fois, ne sont intéressants que si vous les comparez au ratio des années passées ou alors au ratio des concurrents et de la moyenne des entreprises du même secteur que le vôtre. Donc vous avez le ratio de couverture des capitaux investis, donc vous avez la formule, ressources stables sur emploi stable plus le besoin en fonds de roulement donc d'exploitation. Il faut qu'il soit supérieur à 1 pour qu'il soit intéressant. Donc ici, par rapport à notre exemple, et surtout qu'on a une mauvaise trésorerie, vous voyez qu'il n'est pas supérieur à 1. Vous avez un autre ratio qui est le ratio d'autonomie financière. Donc une entreprise autonome, c'est une entreprise forcément dont les capitaux et les ressources qui lui appartiennent sont supérieures au montant dû à l'extérieur, c'est-à-dire aux dettes. Donc si vous avez un montant de capitaux propres largement supérieur aux dettes, on peut en conclure que vous avez une autonomie financière. Ici, le montant des capitaux propres et plus l'amortissement et provision est largement supérieur ici au montant donc des dettes. Donc l'entreprise, même si on a une mauvaise trésorerie, a quand même une autonomie financière. Vous avez dans le même ordre d'idée le ratio donc d'indépendance financière. Donc vous avez ce ratio. Si ce ratio est élevé, ça veut dire que vous pouvez peut-être encore avoir la chance d'emprunter aux banques. Donc pour résumer, vous avez ici une synthèse des principaux ratios que vous pouvez calculer avec pour chacun la formule de calcul et le commentaire que vous pouvez faire, sachant comme je vous ai dit que chaque ratio tout seul ne signifie rien, il faut le comparer avec les montants donc des exercices précédents ou de l'exercice précédent pour voir l'évolution que vous avez sur ce ratio. Donc vous avez dans ce tableau donc le nom du ratio, la formule de calcul et le commentaire que vous pouvez mettre sur votre ratio pour indiquer quelle est la situation financière de votre entreprise. Donc financement des immobilisations, indépendance financière, autonomie financière, liquidité de l'actif, là vous avez des ratios par rapport à la solvabilité de l'entreprise. On entend par solvabilité le fait que vous puissiez régler, on va dire, immédiatement les sommes qui vous sont dues. Donc vous avez ici la liquidité générale avec la formule et le commentaire que vous pouvez mettre dessus. La liquidité réduite avec la formule et le commentaire possible. Et là, on l'a déjà vu, vous avez les ratios dits de rotation. Crédit client, le temps laissé au client, avec le commentaire possible. Crédit fournisseur, le temps que vous laissez vos fournisseurs pour être payés. Le ratio de rotation de stock, c'est-à-dire combien de temps le stock reste dans votre entreprise avant d'être vendu. Donc c'est intéressant comme ratio, c'est-à-dire plus vos marchandises restent en stock, moins vous avez de rentrée d'argent dans l'entreprise. Donc ce ratio doit être court. Ça montre qu'effectivement il y a des rentrées rapides dans l'entreprise. Vous avez ici
le ratio donc dit de rotation avec sa formule. On vous dit qu'il montre ici le nombre de fois que le stock est renouvelé. Donc c'est un peu en rapport avec le ratio précédent, dans la mesure où si votre stock est renouvelé souvent, ça veut dire qu'il y a souvent de rentrée d'argent dans l'entreprise. Donc, pour résumer, si on vous donne un bilan comme celui-ci, qu'on vous demande de l'analyser pour étudier la trésorerie de l'entreprise, la première chose à faire, c'est de réduire votre bilan en faisant ce qu'on appelle un bilan fonctionnel ou un bilan condensé. Donc vous allez partir de ce bilan, qui a plusieurs postes, à un bilan plus condensé, comme celui-là. Vous allez garder uniquement 4 postes en actif et 4 postes au passif. Une fois que vous avez donc établi votre bilan fonctionnel, qui doit avoir le même total des deux côtés, bien sûr, vous allez calculer certains agrégats. Le premier agrégat étant le fonds de roulement net global. Donc vous avez pour cela deux formules pour le fonds de roulement net global. Soit vous faites la différence entre les ressources stables et les emplois stables, soit vous faites la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Après le calcul du fonds de roulement global, on peut calculer le besoin en fonds de roulement qui souvent se calcule en 2 étapes. Le besoin niveau exploitation, donc le besoin en fonds de roulement d'exploitation, le besoin en fonds de roulement hors exploitation, sachant que le besoin en fonds de roulement, c'est la somme des deux. Ensuite, pour savoir si vous avez une bonne ou une mauvaise trésorerie, on va calculer justement la trésorerie. Et là, on peut appliquer 2 formules. Soit c'est la différence entre le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement, ou alors tout simplement la trésorerie active moins la trésorerie passive. Alors, selon le résultat que vous avez, évidemment, si vous avez un montant négatif, ça veut dire que vous avez une mauvaise trésorerie. Sinon, si c'est positif, votre trésorerie est bonne. Et toute la question qui se pose, c'est ensuite, si vous avez une trésorerie négative, déjà expliquer pourquoi et ensuite faire des préconisations, faire des propositions. Dans notre cas ici, la trésorerie est négative, donc on peut chercher déjà une explication en calculant les ratios dits de rotation. Après, vous avez d'autres ratios qui peuvent expliquer votre situation financière, qui sont donc dits des ratios de structure. Une fois que vous avez fait le constat de la mauvaise trésorerie, donc les solutions que vous pouvez proposer au niveau du nombre de jours créance client, au niveau ici des rotations donc des stocks, comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi escompter vos traites. Dans les traites, où on appelle aussi des frais de commerce, ce sont des sommes que vous doivent vos clients, c'est-à-dire vos clients s'engagent à vous payer une somme, mais à une date déterminée, dans 30 jours, dans 45 jours, dans 60 jours. Donc vous pouvez vous les vendre, les escompter à une banque pour que vous ayez le montant immédiatement de vos traites. Et évidemment, les banques vont prélever des agios. Vous pouvez aussi avoir affaire à la facturage. La facturage, c'est le fait de confier ses créances à une entreprise extérieure qui, elle, va aller encaisser le montant des créances à l'échéance, mais elle va vous payer tout de suite en prélevant évidemment les agios, en prélevant les intérêts par rapport au service rendu.